Donc on poursuit dans Orachem Akadosh, Para Adouma. Il nous dit Orachem Akadosh, l'idée de Para Adouma, alors bien sûr, on a déjà pu voir et lire dans le Passouk que cette mitzvah de Para Adouma, donc la vache rousse Para Adouma, c'est une chouka, notre chouka Torah. Mais d'après une des explications du Orachem Akadosh, ça ne veut pas dire forcément que Akadosh Baruch Hu nous a pas révélé l'explication de Paradouma, parce que nous avons dit d'après une explication, c'est su que par Moshe. D'après une explication, toujours dans Orachem Akadosh, il y a d'autres personnes à qui on a révélé, mais pas forcément à tout le monde. Et la troisième explication, c'est que le peuple d'Israël savait, mais c'est par rapport vis-à-vis des goïms, quand les goïms viendront nous questionner, à eux on leur dira que c'est un chok. Donc c'est pas forcément pour tous. En tout cas, ça va nous permettre de comprendre davantage, en tout cas d'essayer d'avoir des petites explications qui seront abordables à notre niveau. Donc Para Adouma, l'idée de Para et de Adouma, il va nous dire Ramakosh, Roani qui kosemanem ochim aladinim. Le Ramakosh dit, on pourra constater, je constate, pour traduire littéralement, je constate que le procédé de la Para Adouma, elle exprime une certaine annulation. Tikboret adinim, littéralement c'est les dinim, mochirim ala dinim. On retrouve le din. Le din c'est quand on parle du jugement, ça veut dire c'est une certaine rigueur, c'est un jugement, c'est une peine, une condamnation, une raison d'être jugé. Adouma, en commençant par Adouma, qui siman tikboret adinim, le rouge, c'est ce qui représente la rigueur, mais tikboret, c'est pas seulement la rigueur, c'est que les dinim. Tikboret, c'est-à-dire c'est Gvura, c'est-à-dire c'était littéralement, Gover, c'est quelqu'un qui prend le dessus, n'est-ce pas? Un Gever, c'est quelqu'un qui a les capacités, qui est fort, qui est puissant, d'accord? C'est ça la notion de Tikboret Adinim. Et Temima, c'est quoi Temima? On avait vu dans Rashi, c'est quoi? Para Adouma Temima, c'est pas uniquement qu'elle doit être rousse et parfaite, non, c'est qu'elle doit être parfaite dans sa rousseur. On va voir jusqu'à où ça va aller. Temima, alors bien sûr, halachiquement, que ça donne comme conséquence cette exigence de Temima, qu'elle ne doit pas avoir des poils d'une autre couleur. Donc, mais à partir de 2 poils noirs, déjà, c'est suffisant pour considérer qu'elle n'est pas parfaitement rousse. Disqualifiée. Et là, Filou Karnot l'a fait un chidouche extraordinaire. Quand on parle de vache rousse, c'est pas uniquement sa chevelure, son côté poilu, son poil, mais c'est même les cornes et même les sabots. Alors je ne sais pas si on a même les sabots et les cornes, aval shchorot, vanot psulot. Mais s'ils sont et les sabots et les poils, c'est la même origine embryologique. Incroyable, il a fait magnifique, il a fait mode, Razak, c'est un chidouche extraordinaire, puisque, ok, Razak il a fait mode, c'est un chidouche extraordinaire, parce que j'aurais dit que si ce n'était votre idole, j'aurais dit que le sabot et la corne, c'est les os, alors que les poils, c'est le cheveu, et on sait que ce qui est de couleur blanche, n'est-ce pas, de couleur blanche, je parle pour l'humain, tout ce qui est blanc est l'origine du père, et tout ce qui est rouge, c'est l'origine de la mère. D'accord? Comme le sang, tout c'est de couleur rouge. Mishuma, on aurait pu penser que voilà, ce qui est de ces éléments-là, ces parties du corps, ils ne sont pas forcément des khazak. Donc, et quand on brûle du poil, quand on brûle de la peau. Déjà, il nous rapporte cette rachat de Chachamim qui nous dit qu'il doit être parfaitement rousse, de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire, et pas uniquement le poil, mais même le sabot et la corde. Asher lo ala alea ol, et la Torah nous demande que ce soit une vache, Para Adouma, on va voir tout de suite, on va revenir sur Para Adouma, qui doit être également, qui n'a pas supporté, qui n'a pas porté, qui n'a pas transporté, lo ala alea ol, une charge n'est pas montée sur elle. Qui a ol yimatek adini. C'est quoi charge ou le joug? Alors, quand je dis une charge, c'est parce que je ne veux pas dire le joug parce que ça nous laisse penser que c'est seulement le joug. Non, c'est toute chose. C'est toutes sortes de
Si elle n'a pas porté sur son dos et qu'on Quoi lui que ce met un soit. joug, c'est pareil. C'est pareil, ben oui, Razak, oui, exactement. Pas pareil. Une charge, c'est n'importe quoi, voilà. Tirer une charge et pas la porter. En général, les bœufs, c'est ce qu'ils faisaient, ils tiraient des chariots. Un chariot au bas de bas. Pas des... Oui, alors Razak, ça, s'il faudrait, on retrouve, j'essaie de retrouver plus précisément, mais en tous les cas, de manière générale. Dans certaines tribus au Tibet, machin, les Asiatiques là-bas, ils prennent les yaks pour porter, parce qu'ils n'ont rien d'autre, pour porter leur charge. Razak, non, mais c'est pas forcément de cette manière-là, c'est même l'accouplement, ça peut être un problème. Ah, il faut qu'elle soit. À cause de charge. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire quand on parle de qu'elle n'ait rien porté. Ah oui, d'accord. Qu'elle n'ait rien porté. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment très 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 poussé. La Mishnah, la fait sa fameuse citation dans la Gemara qui nous dit Shachan Aleaof, etc. Donc Echnis l'a dire. Donc il y a tout. C'est pas forcément le joug comme. C'est pas seulement une charge officiellement. Voilà, c'est tout transport, tout ce qu'elle aura pu porter. À quoi ça fait allusion, cette notion de hol? Hol, parce que normalement, on l'a de supporter quelque chose. Et là, on parle, bien sûr, on revient à l'image de l'être humain. Parce que là, on va utiliser un animal on va utiliser un animal qui, à travers tout le procédé, il représente une notion. Que ce soit la couleur, que ce soit la aléa hol, on va voir para, déjà son nom, para, adouma, Asher lo ala aléaol, donc qui n'a pas transporté quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que de manière générale, une personne qui supporte quelque chose, eh ben ça le blanchit. Pourquoi? Parce qu'on sait que Issourim, les souffrances, mais Markin, c'est ce qui va, on dit blanchi, mais c'est pas ça ici la traduction, c'est ça répare, oui, ça répare en tout cas c'est une expiation. Et donc le taureau ici on est en train de nous dire qu'on va utiliser une vache, cette vache rousse qui n'a jamais subi, qui n'a jamais en tout cas bénéficié en ayant transporté quoi que ce soit, une expiation de quoi que ce soit. D'accord? Également, ce qu'on va la brûler intégralement dans le feu. Et c'est de cette manière-là, en la brûlant totalement, c'est également le fait de concentrer, on va dire, tous les dynimes dans le feu. C'est de cette manière qu'on va s'échapper l'impureté qui a pu se greffer et rattraper l'homme par l'impureté du mort. Comme on avait dit, cet exemple-là où il y a toutes sortes de parasites qui viennent rattraper l'homme après que par là, justement, une fois qu'un être humain décède. Chez Gamiena et la Retsura, Ramsey sur la mission. Retib Besifri Zouta, Upsako Aramba, Para Adouma, un chidouche extraordinaire. Para Adouma, la Torah nous dit Veikro Elecha Para Adouma. Veikro Elecha Para Adouma, si on traduit littéralement, ils prendront vers toi, pour toi, chez toi, ils t'amèneront Para Adouma. Une vache rousse. Para, on a déjà dit, souvent la définition de para, c'est un nom qui définit son âge, l'âge de la bête. Puisque tant qu'elle est dans l'année, s'appelle un Egel ou un Egla, et dès le moment où elle passe 2 ans, 3 ans discutée dans la Gemara, elle dépasse la 3e année, elle a dépassé la 3e année. Ça s'appelle déjà un taureau ou une vache. Là, la Torah nous dit d'acheter la vache quand elle est vache, pas quand elle est Egel. Et donc il nous dit, ça fait partie d'une halakha, en lokrim egla ou megadlin ota, chez le paradouma. Donc c'est la halakha du Rambam, quand le Rambam il est posek, on ne va pas acheter un veau, une génisse, tant qu'elle est en bas âge, et l'élever et la faire grandir jusqu'à ce qu'elle devienne vache, et après on procédera au service. Il faut l'acheter quand elle est déjà vache. Ah non, on n'a jamais la garantie qu'elle n'a pas été montée. Donc il faudra la surveiller, effectivement. Mais l'acquisition, on l'achètera quand elle sera devenue déjà vache. D'après ce qu'on vient d'introduire, que tout le procédé et tous les détails, le procédé de la vache rose, le procédé
jusqu'à arriver à l'état de cendre et d'en faire une lotion qui sera aspergée, eh ben ça, c'est des éléments qui reflètent le din, le mishpat, la justice. Yesh tam badavar ki shem para yagid mispar yadou mispar b'chinat adinim kadodechen. Alors bien sûr ici c'est de la kabbale. Para, la valeur numérique de para, c'est combien? 285. 285. Para, P c'est 80, Resh c'est 200, He c'est 5. Ça fait quoi allusion à quoi ce chiffre 285? Il fait allusion au dinim. Alors c'est quoi le dinim? Bien sûr, si on parle seulement des chiffres, j'ai vu ici dans les notes, c'est rapporté, ça fait allusion à ce qui est connu que ce chiffre 280, on arrive tout de suite à 285, c'est les dinim. À quoi ça fait allusion? Les lettres finales. Les lettres finales, c'est quoi? Menatzpar. On a le même sophite, le même final. On a le nun sophite, on a le p sophite, on a le tzadik sophite et le chaf sophite. En désordre, en ordre, ça commence par chaf, mais bien sûr, il y a une raison pourquoi on a dit cet ordre-là. Donc le même, c'est valeur numérique 40. Nun, 50. Ça fait 90. Tzadik, c'est 90. Donc 90 et 90, ça fait 180. P, c'est 80. Donc on est à 180 plus 260. On est à 180 plus 80, 260. Plus Raf, 280. Raf Sophite, c'est 20, ça fait 280. 280, on a dit, c'est les dinim. Donc c'est les lettres finales. Plus on rajoute la valeur numérique de l'ensemble des lettres, il y a 5 lettres, ça fait 285. Donc para, c'est ce qui représente les dinim, c'est ce chiffre-là, 285, qui est para, la valeur numérique de para. Donc pourquoi? Il a donné une explication du fait que tout ce déroulement-là, cette procédure-là de la para adouma, c'est ce qui exprime les dinim. Donc tu n'achètes la bête seulement une fois qu'elle a ce nom de para, parce que le nom para est une référence. Sa valeur numérique, c'est une référence à la valeur numérique des 5 lettres finales, qui l'ensemble de ces chiffres-là ont une valeur numérique qui vaut le mot para. Ça c'est la première explication. Et donc c'est pour ça, la Zetziva Hashem chez nous, c'est pour ça qu'Hachem nous a demandé de l'acquérir quand elle a déjà ce nom-là de para. Parce que par contre, si tu l'achètes avant qu'elle a ce statut, donc cette appellation, eh ben, tu as acheté une Egla, c'est une valeur numérique qui est complètement différente, n'est-ce pas? Egla, ça fait 108. Egla, c'est 108. Aïn, Lamed, ça fait 100. Gimel et He, ça fait 108. D'accord? Donc c'est complètement un autre chiffre, dont on doit arriver à 285. D'accord? Donc c'est pour ça, on voit que la Torah, elle a demandé, vous allez me dire, oui, mais au final, on va la brûler quand elle sera déjà para. Oui, effectivement. Mais ici, on voit que la Torah, elle a une exigence au moment de l'acquisition. Pourquoi tu me dis Veikro Elecha? D'accord? On nous parle de l'acquisition. Ça veut dire que l'heure de l'acquisition, elle est également importante. Donc il faut l'acheter quand elle est Veikro Elecha para. On l'achètera quand elle aura déjà ce nom de para. Incroyable. Ça me montre comment. Afal piken ekpil Hashem ashatakinyan kileshu konim davar shakavanabo shem reshpe dinim. Donc c'est les 285 dinim. Alors est-ce que c'est me'akev ou pas? Ça c'est à vérifier parce qu'on va voir dans la suite également d'autres halachot qui sont une mitzvah, mais qui ne sont pas forcément indispensables, en tout cas c'est pas un inconvénient, mais en tout cas c'est intéressant ici de voir qu'il y a également des petits détails comme cela où la Torah nous demande de prendre possession de cette bête quand elle est para. Untantem ota, la suite on va passer au pasuk Gimel, je lis le pasuk dans le texte, Untantem ota Elazar Cohen, veoti otet perosé bachanam shorapel fanav. Untantem ota, et vous la donnerez. À qui? À Elazar Cohen. Et donc il sortira du camp pour la shrité. Et la shrita sera littéralement devant lui. Donc elle se passera devant lui. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il va shriter. C'est marqué ici, il y a un élément particulier, c'est que c'est Elazar à Cohen. On va voir tout de suite c'est quoi son statut, qui il est Elazar à Cohen, qui devra la faire. On va voir, pas tout, la superviser. On va voir qu'il va réaliser certaines procédures ne se feront par Elazar Cohen, mais d'autres ce sera uniquement supervisé. Et donc, Veshacha Total Efanav. Donc il nous dit Rashi, Elazar, mitzvah basegan. Donc c'est la mitzvah de cette paradouma, elle doit être faite par le sgan. C'est quoi le sgan? Le second. Sgan, second. Ça en français c'est la même chose, pareil. Sgan c'est second.
Maintenant, juste une petite précision très intéressante. Comment on l'appelle le Sgan? Est-ce que le Sgan c'est un Kohen normal ou un Kohen Gadol? On avait vu dans la Gemara de Nazir, quand on nous parle du niveau du Kohen Gadol, n'est-ce pas, qu'il n'a pas le droit de s'impurifier, on a vu que c'est pas uniquement le Kohen Gadol qui est Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, effectivement, il y a le Kohen Gadol qui est en fonction, qui est de fonction, qui est en service, en service. C'est-à-dire qu'il est en service, effectivement, il y a un seul Kohen qui est en service. Un Kohen Gadol qui est en service. Quand on parle en service, c'est le service particulier du Kohen Gadol, le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour où il y a un service qui ne peut être réalisé que par le Kohen Gadol. Après, bien sûr, celui qui a réalisé le service du Kohen Gadol, il est Kohen Gadol tout au long de l'année, mais en tout cas, c'est ce service-là qui est exceptionnel, qui est particulier, et bien sûr, il y a des halakhot qui sont propres au Kohen Gadol, comme la mincha qui devait offrir tous les jours, etc. Ok, mais en tout cas, c'est un Kohen Gadol. Maintenant, il y a d'autres Kohanim qui ne sont pas Kohen Gadol de service de Kippour, mais ils ont également un titre de Kohen Gadol. Par exemple, le Sgan, on va voir, le Sgan, on a le Mashouach Milchama, on a le Kohen Gadol She'avar, on a le Kohen Gadol qui a été Kohen Gadol She'avar, encore un autre, Kohen Gadol, on a Kohen Gadol, on a le Sgan, on a le Mashouach Milchama, on a le Kohen Gadol She'avar, et on a encore un autre. Et un autre nom aussi. Mais en tout cas, il y a plusieurs Kohen. Le Sgan aussi s'appelle Kohen Gadol. On va le voir dans les mots. Qui n'est pas de fonction, mais c'est qui n'est pas en service, mais qui est les Sgan. Donc cette para Adouma, il nous dit Rashi. Non, Rashi n'a pas tout dit. On va voir dans l'Orchem Akadosh un complément sur ça. Donc Elazar Cohen, donc cette para Adouma devait être faite par Elazar Cohen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Elazar Cohen? Mais Chutz Machane, c'est quoi Chutz Machane? Shalosh Machanot. On a vu ça déjà dans la Gemara. Chutz Machane, quand la Torah te dit tu sortiras du camp, c'est pas précisé quel camp, c'est qu'il y a 3 machanot. Le campement d'Israël, il était divisé en trois parties. Il y avait le campement du Mishkan avec les Lévim et avec Israël. Donc c'est 3. Il y a le Mishkan, les Lévim et Israël. D'accord. Maintenant, quand tu dis Michutz Machane, en dehors du camp, eh ben, il faut. Quel camp? Rachid nous dit, la Gemara va prouver là-bas que c'est répété à plusieurs reprises, c'est comme ça qu'on apprend que c'est en dehors des 3 camps. Donc c'est complètement à l'extérieur, Veshachat total et fanav, et elle sera shritée, elle sera égorgée devant lui. Ça veut dire quoi devant lui? C'est-à-dire c'est pas lui qui shrite. À nouveau, on retrouve cette halakha qu'on voit et qu'on revoit à plusieurs reprises, la shrita kshera bezar, même la para adouma qui est exigée d'être fait exceptionnel, ikrou elecha, et c'est le Kohen Gadol qui doit réaliser la procédure. Mais la shrita elle-même, elle peut être faite par un zar. La shrita. Mais ça doit être supervisé par le Kohen, le Sgan, par Elazar Kohen. Et là on arrive, Pasuk Dalet, je le dis quand même, comme ça on va voir toute la suite de la procédure qui doit être faite par le Sgan. Velakar Elazar Cohen Midama Bezbao. Et c'est Elazar Cohen, qui est le Sgan, qui avait Aaron Cohen. C'est pas Aaron Cohen qui l'a fait. C'est qui? C'est Elazar, c'est le Sgan, c'est le second. Velakar Elazar Cohen Midama Bezbao. Vizel Nochar Penewalmo Midama Sheva Pamim. Donc il prendra le sang avec son doigt. Là aussi, on avait vu dans la Gemara, c'est quoi Bezbao. Vizel Nochar, et il va faire des azotes, donc il va faire il va asperger. El nochar penewalmo midama sheva pamim. Donc face au El Moed, on a dit qu'on est en dehors des 3 camps. Avant le pourquoi. On est en dehors des 3 camps. Ça veut dire quoi face au El Moed? Il est où le Bet Hamikdash? Il n'est pas là, on est bien loin du Bet Hamikdash. Mais ça en direction. Donc on a vu qu'il y avait un emplacement très particulier qui permettait de voir le Ohel Moed. Et donc c'est dans cette direction-là qu'il faisait l'aspersion en ayant une visibilité sur le Ohel Moed. Il dit Rashi et Nochapeno Ohel Moed, on met Bimizrach Yerushalayim, il se trouvait côté est de Yerushalayim, ou Mitkaven Veroé, Mitkaven, c'est visé, d'accord, mais c'est pas seulement dans la pensée, c'est visé, ça va dans le même sens. Quand on vise, et on peut viser, quand on parle quand on parle de quelque chose de physique, quand on vise une cible, parce qu'on a l'intention de lancer, de viser la flèche qui va atterrir, ça c'est quand on parle sur un plan matériel. Mais on sait très bien que la tfila, Becharbi ou Bekashti, une tfila peut s'appeler également une flèche. Ça veut dire que tu veux atteindre. C'est marqué Vaivga Yaakov Bamakom, Vayalen Sham. Ça veut dire qu'il a atteint. Ça veut dire quoi atteint? C'est qu'il a fait la tfila. Ça veut dire quoi tu as atteint? Ça veut dire que
par ta tefila également, par une discussion, par un échange aussi, tu peux atteindre quelqu'un, n'est-ce pas? Quand on dit tu l'as touché. Tu l'as touché par tes propos. Pourquoi? Parce que c'est exactement, c'est une cible. Alors, pas une cible dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là, mitkaven, donc c'est visé. S'il y avait du brouillard, admettons qu'il y avait du Bonne brouillard. Sheila, Chazak. Est-ce qu'il faudra attendre que ce soit pas Meuna? Sheila Tova. Est-ce qu'il faut réellement voir et effectivement, Chazak, Sheila La Tova. direction, on peut la connaître. Si on dit que Chazak, c'est toujours effectivement. le même Si on va dans endroit. la direction, ouais, exactement. C'est comme quand on dit, quand on fait la tefila, on fait la tefila Oui. en direction d'eux. Maintenant, s'il y a une Là. exigence de le voir, alors effectivement, peut-être qu'il faudrait choisir un jour, on sait, Différer. Chazak, Bonne Sheila, ça va vérifier. Parce que là, c'est marqué mitkaven, vero, pitre, shelechal, bishat, azat, adam. Donc, a priori, si on traduit littéralement, c'est qu'il faut voir. Est-ce que c'est indispensable ou pas? C'est à vérifier, Chazak. Je retiens la remarque. Et Vechibes Begadav. Ok, ça on laisse pour la suite. Alors, nous dit Ochem Akadosh, deux petits points. Untatem ota. Untatem ota. Vous la donnerez. Pourquoi vous la donnerez? D'ici, on sous-entend, celle-ci, elle devra être faite et supervisée et faite par Elazar Cohen, mais pas les autres. Les autres paradouma ne devront pas forcément être réalisées par le Cohen Gadol ou par un Sgan. Elle peut être par n'importe qui. Il nous dit le Orem Akadosh. Les filles, Machem Ravotenu, Mipi Hashmoa, la Moudou Sheshar Parot Nasot, Ben Bel Cohen Gadol, le Cohen Idiot, Diek Lomar, Elazar Cohen, Avan Mikan Velach, En Chiyuv Basgan. Donc, d'ici, on a un enseignement, une citation de la Gemara nous amène, Mipi Hashmoa, comme ça on a reçu de Moshe Rabbeinu, ça fait partie des enseignements qui sont la Torah orale. Seulement celle-ci, seulement la première, elle devait être faite par le Sgan, par Elazar Cohen qui était le second, mais les autres, même un Cohen Idiot peut la réaliser. Et donc ça explique pourquoi Untatem Ota, vous la donnerez. Qui? Celle-ci. Celle-ci et pas une autre. Ça sous-entend que les autres, pas forcément. Donc ça, c'est ridouche de Ota. Et Ve Sarah fait parler à Enav. Mechila. Est-ce que j'ai sauté une page? Mechila. On pourrait avoir la même question quand dans les 10 commandements il y a écrit. J'entends la question, c'est-à-dire pour revenir à chez nous. Oui. Je vais revenir à chez nous quand c'est la première. Alors voilà, Ota. Alors peut-être que la question du Rachem Akadosh elle est particulièrement difficile parce que c'est marqué à 3 reprises dans le passage Ota. Vous la donnerez. Untatem Ota Elazar Cohen, Veoti Ota El Mechut Lamachane, Veshachat Ota Lefanav. À 3 reprises on a dit, on nous précise la paradouma. Mais on sait bien, on parle de la paradouma. Donc Untatem El Elazar Cohen, on aurait pu c'était pas indispensable. Veotia. Comment on l'aurait fait autrement? C'est ce que j'essaie de voir. On ne peut pas le dire autrement. C'est à partir du moment où on parle d'une vache, mais oui, mais d'une fois, dès le moment qu'on a parlé du sujet, on est d'accord. Mais dès le moment où on parle du sujet, le sujet on le connaît. Donc on n'a pas besoin forcément de le repréciser. La question c'est comment ça aurait été formulé. On aurait pu formuler autrement. On aurait pu dire, alors c'est pas le sacrifice, le résultat du sacrifice, ou alors après la shrita, le Kohen apprendra, et on revient là. J'entends, je ne sais pas exactement comment le Untatem. Pour les autres Ota qui sont dans le Pasouk, on aurait pu dire, au lieu de dire, et vous la sortirez, en 2 mots, Veoti Ota, en hébreu on peut le dire en un mot. Il la sortira. Pas il sortira là. C'est en 2 mots. Parce que Veoti Ota, c'est il sortira là. On pourrait dire Veoti A. Il la sortira. Ou bien Veshachat Ota. C'est une forme d'insistance. Voilà, Ota. Mais ça je trouve une manière de le dire dans les autres verbes du Passouk. Mais dans Untatem Ota, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être une allusion. C'est pas forcément une question pchat au premier degré. J'entends. Khazak, c'est à vérifier. Untatem Ota. Okay. En tous les cas, il y a un enseignement qui rejoint cette, qui peut également intégrer ce mot-là. Mais j'entends. Khazak, est-ce que c'est pas forcément une question au premier degré, une question de pchat, c'est un mot carrément supplémentaire. Ok. On va dire le Chizkuni également, il dit ça. Ok. Alors là, encore un petit pasouk. Mechila, parce que je pensais Ken. Donc le pasouk est Vizel Nochach, on a dit, le Rachid nous a dit, Omed Mizracho. Vesaraf et Apar Lenav, et Orav et Besarav et Dama, al Pesha Isrof. Donc Vesaraf et Apar Lenav. À nouveau, on a dit la Shrita, c'était pas forcément par Elazar. Elazar va faire la Hazar.
Ensuite, c'est marqué Vesaraf et Tapara Lenav. Vesaraf, c'est qui le sujet? C'est qui Vesaraf? Qui va faire la srefa? Là aussi, pareil, on n'a pas le sujet. Les Enav, devant lui. Et on aura avec Vesaraf et Damal, Percha Isrof. Et qu'est-ce qui devrait être brûlé? Totalement. On aura Vesara Dama. L'intégralité de la bête. La question qui peut se poser, va être Percha, même le Pérège. Donc c'est l'intérieur, tous les parties. Hein? Ouais, Chazak. Isrof, pourquoi on a répété une deuxième fois Isrof? C'est marqué Vesaraf et Tapara, et Torah, et Besam, Adama, Al Pircha. Pourquoi tu me répètes Isrof? Isrof, c'est quoi? Isrof, c'est brûlé. Donc c'est marqué Vesaraf, il brûlera, et tout sera brûlé. Pourquoi deux fois? Il nous dit le Hachem Akadosh, un chidouche magnifique. On sait qu'il y a une mitzvah de brûler la bête quand elle est entière. L'intégralité de la bête. Donc avant d'être dépecée, tout entièrement et totalement brûlé, la bête, d'accord? Et donc, mais par contre, c'est pas pour autant que si ça a été brûlé, si on l'a dépecé ou découpé, qu'on ne pourra pas également accomplir cette mitzvah de la brûler intégralement. Il faudra qu'il y ait l'ensemble de la bête. Donc il y a deux enseignements ici. Premier enseignement, qu'elle doit être brûlée intégralement. Et l'idéal, c'est qu'elle ne soit pas dépecée, pas découpée. Mais même au cas où elle a été découpée, dépecée, etc., eh bien il la brûlera quand même, mais intégralement, à nouveau. Donc c'est ou bien intégralement avant de la dépecer, avant de la découper, c'est l'idéal, ou bien si ça a déjà été fait, c'est également valable. Quel intérêt de la dépecer? Ça c'est pas... Admettons qu'il y a une erreur ou quoi, l'homme échané, ça a été... C'est un procédé qui est demandé, qui est souhaité. Peut-être pour vérifier qu'elle est vraiment rouge. Parce que là, quand on étale tout... Ça t'as parlé Enav et Torah. Ifsik de Mamar, les Enav. Ben les Zichon Apara, les Zoron Praté, Hachem Ora, Idber Ader Moshem Para, Paradouma de Srefa Shlema. Donc les Enav, qu'est-ce qui me. Vesarav Tapara, les Enav. Donc il la brûlera devant lui. Pour nous dire justement, ça fait allusion à ce que. Ça rappelle la halakha que le Rambam nous dit, chez mitzvah Srefata Shlema. La mitzvah est de la brûler intégralement, mais ce n'est pas intégralement l'ensemble des parties de la bête, mais c'est quand elle est entière. Vimishta Vinitra, mais si effectivement il a dépecé, il a découpé, Vesaraf Kulak Shera, mais si effectivement ça a été brûlé entièrement, mais après avoir été dépecé, c'est quand même caché. La Zéif dit, d'après ces deux halakhot là, on comprend pourquoi la Torah elle a partagé comme ça le pasouk. Au départ, la Torah elle dit Vesaraf Tapara. Si tu me dis Vesaraf Tapara, on s'arrête là. Vesaraf Tapara c'est quoi? Mais c'est toute la vache. Et ensuite la Torah elle nous dit et Torah avec Besara avec Damal Pircha Isrof. Ensuite la Torah nous dit même si ça a été dépecé, donc tu as la peau, et Torah avec Besara tu as la chair, avec Dama et le sang, Al Pircha Isrof, là aussi c'est marqué même si c'est en plusieurs parties, donc ça a été dépecé, ça a été découpé, ça a été et bien là aussi et tu l'as brûlé intégralement, et bien ce sera également caché. Et quand on la dépaisse, on perd du sang. Quand on la dépaisse. Effectivement, c'est une bonne chez là. Est-ce que le sang, qu'est-ce que ça veut dire le sang? J'entends, Khazak, c'est une bonne question. En tout cas, elle n'a pas été salée, en tout cas, il y a quand même quelque chose. J'entends, ça, c'est une question. C'est l'intégrité. J'entends, Khazak. Donc, qu'est-ce que le sang? Le sang de deuxième main, j'allais dire, à part le premier sang. Oui, le premier sang, il est recueilli, voilà. bien sûr. Mais à part ça, on perd. Effectivement. Elle n'est pas intégralement. Khazak, effectivement. Alors, on va voir, il y a. Est-ce que ça s'appelle. Combien de sang perdu sera un problème? Ça, je ne sais pas. Mais on va voir que s'il y a des parties manquantes de la bête, ça sera un problème. Donc là, on comprend que la Torah a répété le verbe, donc Isrof, qu'elle sera brûlée. Et on ne s'est pas contenté du verbe au début du passouk, où c'est marqué il brûlera. C'est marqué il brûlera et tout sera brûlé. Tout, ça veut dire le sang, etc. Pourquoi? Les fimages plastiques, parce que justement, on nous parle de deux actions différentes. Il y a ou bien la brûler quand la bête elle est entière, ou bien de la brûler intégralement, mais en découpé en plusieurs parties. Donc s'il y a une partie, paka, on avait vu ça dans les corbanotes, s'il y a un morceau de on sait que quand on brûle quelque chose, et bien des fois le feu, il fait éclater et ça, il peut avoir un jet, ça peut sortir, ça peut tomber, ça peut s'écarter.
est-ce que cette partie qui était dans le feu, mais qui a explosé, n'est-ce pas, est-ce qu'il faut la réintégrer dans le feu ou pas? Et bien là, c'est marqué oui. Paka meora, afilu mesera kazaït, yarzir, vimilo yarzir psula. Incroyable cette halakha. Même s'il y a la taille d'une olive qui a explosé, qui est sortie du feu, il faut la remettre. Et si on ne l'a pas remis, c'est pas soul. Donc on voit combien cette exigence-là, que l'ensemble de la bête doit être brûlé. Alors l'idéal, c'est quand elle est entière, et donc tu ne dépèces pas, tu ne découpes pas rien du tout. Et au cas où, il faut également catégoralement, et c'est pour ça que même si tout était mis dans le feu, il y a une partie qui a sauté, eh ben, il faudra vraiment superviser. Et alors le Rachem HaKadosh ne le dit pas, mais ça peut expliquer le Le'enav. Mais ça par Le'enav, ça veut dire qu'au moment où ça brûle, je me permets d'ajouter, parce que j'ai pas vu que le Rachem HaKadosh l'a dit explicitement, peut-être c'est sous-entendu, mais ça peut expliquer pourquoi il faut où on a brûlé, que ça brûle à ses yeux. Pourquoi il faut que ça brûle à ses yeux? Parce qu'il faut superviser la srefa, parce que on peut pas se contenter, on peut pas se suffire de le mettre dans le feu et dire ça j'ai fait la mitzvah. Parce qu'il faut être certain que tout est brûlé. Parce que s'il y a un morceau qui est sorti, eh ben on n'est pas acquitté. C'est pas soul. Qui reste devant. Donc, a priori. Donc il nous dit, le Rachem HaKadosh, deux explications pourquoi la Torah elle a répété à deux reprises Isrof, que ce sera brûlé. Ou bien pour nous dire qu'il y a deux manières de faire brûler, à savoir ou la bête quand elle est entière, ou bien quand elle a été découpée, mais même si elle a été découpée, il faudra qu'elle soit entièrement brûlée. Deuxième explication, ça suffit pas de la mettre entièrement dans le feu. Il faut qu'elle brûle intégralement. Et donc, s'il y a un morceau qui a quitté le feu, même la taille d'un kazaït, il faut le réintégrer. Donc c'est pour ça que c'est marqué Isrof, qu'il faut être certain que tout soit brûlé. Donc ça c'est cette répétition du Isrof. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, la suite du Rachem HaKadosh, qui va parler de la suite du Passouk, de la suite des Psukim. Et on est où dans le Rachem HaKadosh, le Passouk suivant. D'ailleurs, par rapport au Shabbat, je disais, c'est le